Merci. Je suis surpris d'apprendre certains détails que j'avais déjà oubliés. Je commencerai par quelques anecdotes. J'étais avec Monseigneur Chibangu Tshishiku, président du conseil d'administration des universités du Congo, en fait le premier recteur noir de l'Afrique, premier recteur noir de l'Afrique du point de vue historique, et puis recteur de l'Université de l'Afrique centrale. Beaucoup de gens oublient que l'Ovanium, ce n'était pas l'Université du Congo, c'était l'Université du Congo et du Rwanda-Burundi. Donc, cette unité-là est en train de se perdre actuellement. Beaucoup de gens croient qu'on a grandi avec la conscience d'être différent. Peut-être les jeunes actuels, mais nous n'avons pas grandi avec la conscience d'être différents. Mais nous étions un pays, nous avions donc notre monnaie, le du Congo et du Rwanda-Burundi. Nous avions nos enseignants, même quand nous avons terminé, j'avais terminé à Kinshasa. N'eût été la bourse, je serais parti enseigner la philosophie au grand séminaire de Bujumbura et aussi de Kigali. Donc, en fait, quand quelqu'un terminait, jusque dans les années 70, là, enfin même jusque au début des années 80, quand il terminait à Kinshasa, ou enfin quand il terminait au Congo, il était scientifique pour l'Afrique centrale. Là, on était à la maison avec les gens comme les Oja Cheburuja, presque tous les évêques du Burundi et du Rwanda. On a vécu ensemble, on a planifié l'avenir de l'Afrique ensemble. C'est pour cela que la crise actuelle entre dans la région des Grands Lacs, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'en contradiction avec toute la vie qu'on a vécue, où on tente maintenant de dire aux enfants, non, vous êtes là, ce sont des Rwandais, ça, ce sont des ceci. C'est une régression culturelle, une régression mentale, une régression dans la perception que nous avons de nos frères. Et je dis à Monseigneur Chibangu que dans les temps, quand j'appelais un Africain frère, c'était du point de vue religieux. Mais maintenant, quand je l'appelle frère, c'est vraiment dans le sens biologique. Que c'est un frère. Que mon sang coule dans son sang. Que mes gènes sont dans ses gènes. Et que si nous donnons notre salive à un spécialiste de la génétique, il va démontrer qu'en fait, nous faisons partie d'un même groupe biologique. Et je dis à notre frère Ndio, dernièrement, que imaginez-vous que les Tutsis, qu'on prétendait nous présenter comme étant des sémitiques, sont plus bantous que les Congolais. Parce que quand on fait l'analyse génétique, il n'y a que deux groupes, il n'y a pas que, ça c'est exagéré, il y a 3 groupes qui ont un pourcentage presque de 100% donc de code génétique bantou, du moins du point de vue paternel, ça c'est encore à chercher. Et là, nous avons le Bamileke au Gabon,
Un autre groupe au Ghana, on ne compte pas les Ghana comme étant des Bantous, mais ils ont ça à 100%. Un autre groupe est au Sénégal. Les Tutsis sont à 88% de Bantous. Moi, j'ai fait mon analyse génétique. J'ai 55% du côté de l'Atlantique et puis les 49% qui viennent du côté de... ils ont dit du côté de l'Est, peut-être de l'Éthiopie ou de quoi, et puis 3%, ce qui est aussi normal parce que nous avons aussi les sons des pygmées, des batois, donc le pygmée n'est pas à l'interne des choses. Donc, on est déjà, on voit qu'on tout Africain, pratiquement, porte en lui cette histoire. Donc l'histoire que l'histoire scolaire nous raconte, cette histoire-là se vérifie aujourd'hui petit à petit. Vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de systèmes maintenant qui font, il y a des laboratoires qui veulent même s'enrichir pour cela, pour faire les analyses génétiques. Alors, ce que je voulais raconter aujourd'hui, on dit docteur, mais docteur en quoi? En sciences de l'Occident, en occidentologie, oui, mais comme j'ai découvert que tout ce que j'avais étudié était inutile, faux et inutile. Ce qui n'était pas faux était inutile. Parce que quand vous me demandez que j'ai étudié Kant ou Hegel, je l'ai étudié pourquoi? C'était de la distraction. Je demandais à des amis, j'étais à l'université catholique de Kinshasa il y a 2 ans, je demandais aux collègues, qui est-ce qui a eu besoin d'une seule citation de Kant quand il s'adresse à sa mère ou à ses cousines, à ses nièces, ou même quand on s'adresse au peuple, pour les sermons, qui a déjà eu besoin d'une citation d'un philosophe européen dont le contenu n'existe pas dans les traditions africaines. Ils ont dit jamais. Donc, on a étudié des choses absolument inutiles. Utiles si on est en Occident. C'est-à-dire quand on s'adresse aux Occidentaux, et encore, pour citer Kant, il faut que votre sermon se fasse dans un milieu universitaire, c'est-à-dire le milieu où vous parlez à travers l'histoire en utilisant les exemples que les autres connaissent, mais pas quand vous vous adressez aux paysans bavarois. Donc, je ne suis pas docteur, ou je n'étais pas docteur. Et comme professeur, j'étais utile dans l'inutilité. Et ça, c'est le piège de la plupart, de presque tous les Africains. Nous sommes utiles dans ce qui est inutile. Pourquoi tu as étudié? À quoi est-ce que ça sert? Oui, mais je suis enseignant, oui. Qu'est-ce que tu enseignes là? Le nombre de boîtes de cambre. Forêt de cambre. Quand on m'a montré ça ici en Belgique, je me suis mis à rire. C'est qu'ils appellent des forêts. Et pour cela, beaucoup d'entre nous ont raté leur diplôme d'État, c'est-à-dire le baccalauréat. Ils ont raté leur vie à cause de choses inutiles. On dit rivière Pau. On arrive, on dit, tu connais cette rivière-là? Tu demandes toi-même, où trouves-tu la rivière? Ce n'était pas la rivière. Alors, on était inutile. Donc je dis bien, je ne suis pas fier de ce que j'ai étudié, je ne suis pas fier du temps que j'ai perdu. J'ai perdu beaucoup de temps. J'aurais pu utiliser ce temps pour faire autre chose. Pour vivre, nous avons besoin de gens qui maîtrisent la terre.
Maîtriser la terre, c'est maîtriser le nom de la terre. C'est-à-dire la terre a beaucoup de noms. Terre noire, terre rouge, terre humide, terre sèche, terre fertile, terre non fertile, etc. Selon ces caractéristiques, la terre a plusieurs noms. Or, nous ne connaissons pas ces noms parce qu'on nous a appris en français. Et le vocabulaire que nous avons reçu en français, c'est 1/100 du vocabulaire, mais cela dans tous les domaines. Donc je dis aux gens, je sors à l'extérieur, si je suis dans mon village, je peux vous dire les noms des arbres et leurs caractéristiques, mais en français je ne peux pas. Je ne connais pas les noms de ces arbres-là, peut-être 2 ou 3 arbres. Or, si je suis ministre au Congo, responsable de l'environnement ou de quoi, je dois connaître ce nom, ou je devrais connaître ce nom, ou travailler avec les gens qui ont la maîtrise de ce nom, de ces arbres, de leurs caractéristiques, et même de l'histoire écologique de la région. Or, ces gens-là, nous les avons déclarés analphabètes. Donc, ne soyons pas fiers de nos diplômes. Mais là où je suis fier, peut-être, c'est parce que quand j'ai pris des distances, on a parlé ici de l'indépendance idéologique, de l'indépendance économique. Tout cela est impossible sans l'indépendance scientifique. Et qui dit indépendance scientifique dit développer des méthodes de recherche et d'enseignement qui nous sont propres, qui ne sont pas les méthodes de l'Occident. Je ne dis pas que les méthodes occidentales sont mauvaises, non. Les méthodes occidentales sont adaptées à l'histoire et à la culture occidentale, à la société occidentale, aux intérêts de l'Occident et à des visions, des projections à ce que l'Occident veut devenir. Donc, tout ce qu'il faut, même si on dit, ah là c'est négatif, ça c'est un jugement moral qui vient de l'extérieur, non, c'est utile. Aussi longtemps que c'est utile, ça l'aide à survivre, c'est bon. S'ils se spécialisent dans les maladies qu'ils sont ici, c'est mieux. Donc, en Allemagne, vous pouvez être docteur en médecine. Ces docteurs en médecine de l'Allemagne ne découvrent pas la malaria. Si vous ne déclarez pas vous-même que vous étiez au Congo ou au Brésil, et c'est possible que vous ayez attrapé la malaria, vous risquez de mourir. Or, la malaria, quand vous êtes en Afrique, les enfants qui ont commencé à des sciences infirmières, d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'étudier la médecine pour découvrir que cette personne souffre de malaria. Donc, vous voyez que la science n'est pas universelle. Elle n'est pas universelle comme on le prétend. Elle est vraiment régionale parce qu'elle vise la transformation des sociétés humaines et ces sociétés humaines sont différentes dans le temps et l'espace. Alors maintenant, je reviens à l'Afrique. En parlant de Rwanda, en parlant de Burundi, du Congo, Ouganda, Kenya, Tanzanie, c'est là l'erreur. Or, nous disons, des spécialistes de relations internationales. Relations internationales, c'est quoi? Donc, il étudie la coopération entre le Rwanda et le Burundi, ou entre le Burundi et le Congo. Moi, je regarde, je ris. Moi, je dis ça, c'est de la clanologie. Ça n'a rien à voir avec l'étude des nations. La même chose aussi avec les langues. Ce qu'on appelle les langues là, ce ne sont pas des langues. Le Kirundi n'est pas une langue qui serait différente de ma langue. Là, l'allemand, donc que vous appelez l'allemand de Berlin, là, c'est déjà beaucoup plus éloigné de l'allemand de Munich ou de Stuttgart du côté de Strasbourg que toutes les langues qu'on parle en Afrique centrale.
Mais pourquoi est-ce que vous n'enseignez pas ça quand vous rentrez chez nous? Pourquoi vous trouvez normal que chaque région, chaque village de l'Europe ait son accent particulier que vous ne comprenez pas? Souvent, quand on fait des films, on fait parfois des traductions. En bas, il y a quelqu'un qui écrit le langage ordinaire donc des enfants, parce que là, il parle la langue des Alsaciens, ainsi de suite. Alors, chez nous, on arrive, parce qu'il a dit, un dit Rumata, l'autre dit Lumata, ça devient deux langues. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Or, nous sommes entrés là-dedans. Nous nous opposons parce qu'un a dit Ré, l'autre a dit elle. Nous nous opposons. Et pourtant, elle et R sont présents en Égypte antique. Donc, quand vous voyez les R que vous voyez quand c'est la forme de hiéroglyphes, en démotique, c'est elle. Et même dans l'ancien égyptien, quand vous regardez la façon dont c'est écrit, vous avez les R et les L. L'Égypte avait plus de 45 gars ou noms, comme on le dit. Et dans ces zones-là, le parler était différent et l'écriture aussi était différente. Donc il y a ces nuances qu'on voit. Donc quand on regarde les textes, un même mot est écrit souvent de plusieurs manières. C'est normal. Donc ces nuances ne font pas de vous un autre groupe où l'on vient, ah celui-là c'était mon pendé, etc. Où on nous a appris la clanologie et la dialectologie, comme je l'appelle. L'Afrique n'a pas de linguistes. Ce que les Africains apprennent, ça ne s'enseigne pas en Europe. Ça s'enseigne dans des facultés où on ne trouve pas des Africains. Dans des instituts, on les appelle les instituts de tradition. Et là où on apprend comment est-ce que quelles sont les spécificités des gens de Stuttgart. On utilise l'exemple de l'Allemagne parce que je viens de là. Quelles sont les spécificités des gens de la Bavière? Quelles sont les spécificités des gens de Hambourg, ainsi de suite. Ils ont leurs spécificités, ils prononcent le mot autrement, ils ont leur vocabulaire spécifique, comme le Chiluba du Katanga, de Burundi ou du Kasaï, ou encore de l'Angola. C'est normal, donc ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas être des millions, voire des milliards, et parler une langue de la même manière, parce que même l'anglais, on le parle pas comme ça. Donc je dis bien, le fait que nous parlons de Burundi, le fait que nous parlons du Rwanda, Kenya, Ouganda, Katanga, ainsi de suite, Tanzanie, tout ça, c'est rendre hommage à la colonisation, comme me disait un professeur congolais, notre ancien. Il est maintenant à Paris. Il parlait de hommage à la colonisation. Dans tout ce que nous faisons, nous célébrons la division de l'Afrique. Nous célébrons la balkanisation. C'est en partant de cette pseudo-différence, ou en partant, en acceptant les mythes du clanisme, que nous voulons construire l'unité africaine. Ça ne peut pas marcher. Il faut changer de perspective. Il faut interroger l'histoire, voir si l'Afrique était divisée dans le passé. On apprend aux enfants que l'Afrique était divisée dans le passé, que c'était des chefferies et des petites royautés, ainsi de suite. Moi, je dis très bien, mais voyons voir, à quelle époque l'Afrique était-elle divisée? Et là, nous commençons en Égypte, par l'Égypte, par le 3e millénaire, d'ailleurs fin 4e millénaire avant Jésus-Christ.
vers la fin, les pharaons qu'on cite comme étant les premiers, je vous dis bien, ce ne sont pas les premiers, les Narmer et autres, non. Il est 30e pharaon dans la liste, dans la généalogie donc des rois, que l'histoire académique considère comme relevant de la préhistoire, donc de la période pré-dynastique. Donc là où vous commencez l'histoire de l'Égypte, c'est déjà l'histoire de plusieurs millénaires qui est derrière. Ce n'est pas le début de l'histoire. Mais du point de vue de l'histoire écrite, nous pouvons prendre donc la fin du 5e millénaire, le milieu du 4e millénaire, comme étant le début de l'histoire écrite de l'Afrique, qui est aussi l'histoire écrite de l'humanité. L'histoire écrite de l'Afrique, sur plus de 3000 ans, j'allais même dire sur plus de 4000 ans, c'est aussi l'histoire de l'humanité. Parce qu'avant ça, il n'y en a pas. La Bible vient tard. Donc quand la Bible vient, l'Égypte antique n'existe plus. Il faut se le rappeler parce que vous êtes influencé par la Bible. Quand on commence la Bible à codifier, à reproduire quelques textes qu'on a pris à gauche, à droite, l'Égypte n'existait plus. C'est-à-dire, les Égyptiens s'étaient déjà retirés, ils sont rentrés dans la région des Grands Lacs. Je dis bien rentrés. Il y a eu l'exode après les rois qu'on appelle les rois Shabaka. Les Shabaka, donc les rois, les pillés et autres, qu'on présente souvent dans l'historiographie officielle, comme étant le roi éthiopien. Ces rois ont décidé de déplacer la capitale. Donc on a pris l'élite de l'Égypte au 7e siècle, au milieu du 7e siècle. Ils sont rentrés avec eux vers Kampala et vers le Congo, donc vers la région des Grands Lacs. Les égyptologues utilisent toujours un peu de termes, les Méroé, ainsi de suite. Ben, quand vous regardez d'ailleurs les noms Méroé, c'est les mêmes noms que vous avez. Méroé près de Khartoum, Méroé le long donc dans les Katanga, les lacs Méroé. Vous avez même un pays qui s'appelle Marawi, c'est le même mot. Le fait que vous avez le même mot là qui vient qui est devenu le nom donc, du lac qui est en bas, démontre que le texte qui sont là, ça c'est même l'histoire récente, l'exode a eu lieu, mais ce n'est pas l'exode vers les déserts. Comment voulez-vous que le désert soit la terre promise? Mais ça, ce n'est pas mon thème. Mais il y a eu l'exode de l'Afrique où les pharaons ont dit au nord, on ne peut pas s'occuper du bien-être de la population, où on doit toujours se défendre contre ceci, tantôt les Perses, tantôt là-bas des groupes. On ne peut pas, on rentre. Ils sont rentrés. Ils ont laissé les pyramides, les temples, ils sont rentrés à l'intérieur de l'Afrique. Alors quand vous regardez vous-même la carte là, je prends d'abord cette carte, ils sont ici comme, il faut savoir que l'Égypte n'a pas de frontières comme on le prétend, on a actuellement des frontières au niveau d'Assouan, ce n'est pas vrai. Et on a des périodes où les frontières étaient au niveau de 4e cataracte pour actualiser ça, rendre visible au niveau du Khartoum. Donc après l'Égypte venait le Congo. Et vous regardez vous-même là où était l'Éthiopie, c'est-à-dire les scientifiques qui sont morts au 15e siècle, au 16e siècle, au 17e siècle, ces scientifiques-là ne savent pas qu'il y avait l'Éthiopie du côté d'Abyssinie ou de Somalie, Érythrée actuellement.
Donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie, ce n'est pas l'Éthiopie. On peut rapprocher ça, on l'attache parfois avec les pontes, les pays de ponte et autres, mais ce n'est pas l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est la région de Grand Lac, l'Éthiopie, c'est le Congo. Donc c'est l'Afrique centrale qui est l'Éthiopie. En remontant un peu aussi jusqu'au 10e degré des parallèles nord. Donc de là jusqu'en Afrique du Sud, c'est ça l'Éthiopie, comme vous le voyez vous-même. Donc vous avez là l'Éthiopie, c'est pour ça que je sais que la carte n'est pas très lisible, mais c'est pour vous rappeler que cela, l'Éthiopie, est quand même, quand on dit l'océan éthiopien, ce n'est pas du côté de l'océan Indien, mais c'est plutôt ce que vous appelez aujourd'hui presque exclusivement l'océan Atlantique. Pourquoi? Tous ces mots-là, moi je n'avais jamais appris ça, c'est grâce à l'Internet, comme on a commencé à accéder maintenant à des anciennes cartes là, qui n'étaient pas à notre disposition, qu'on voit des expressions très simples. Ils auraient pu nous enseigner ça, ne fût-ce que comme possibilité. Que nos enfants grandissent en sachant que ce qu'on appelle l'océan qui est entre le Brésil et le Congo, c'est l'océan éthiopien. Je laisse même l'océan Indien, c'est appelé aussi l'océan éthiopien. C'est moi qui souvent laisse l'océan Indien parce que le mot hindou signifie noir. Donc ce mot signifie noir, hindou, hindi, qu'on écrive ça avec les H ou qu'on écrive avec les I ou Y, ce mot signifie noir. Donc c'est pour cela, ces termes, nous pouvons les maintenir, toute cette zone-là, jusque les péninsules qui viennent, arabique, les péninsules persiques, les péninsules de l'Inde, tout ça, c'est une zone, pratiquement jusqu'en Indonésie, c'est une zone hindoue. Alors, enlever seulement la déclinaison française, parce que ça nous empêche de penser. Il faut noter ça et ajouter terme qui signifie dans le Chibantou noir. C'est très important. Les Européens le font. Chaque fois qu'ils écrivent Kam, ils disent noir. Et puis ils mettent entre parenthèses, ce n'est pas noir de la peau, mais que c'est noir de la terre. Pourquoi est-ce qu'ils ajoutent ça? Presque dans chaque texte, on dit, mais qu'est-ce que cette précision a à voir dans ces textes-là de Wikipédia qui veut expliquer un mot? Donc, parce que pour eux c'est important, pour nous aussi, nous devons apprendre, dans le cadre de l'indépendance scientifique, à éviter certaines déclinaisons pour que le mot soit accessible aux gens. Alors, je dis bien, on a déjà là, on voit là où est l'Éthiopie. Donc, après l'Égypte, vient l'Éthiopie. Et les Grecs disent, les Éthiopiens, l'Égypte est une colonie de l'Éthiopie. Ce sont des Éthiopiens, là, donc les gens de l'Afrique centrale, qui, quand le Nil s'est desséché, petit à petit, sont allés descendus jusqu'à